Entre les années 1975 et les années 1999, au Québec, un mystérieux tueur en série sévit un peu partout dans la province. Donc, il sévit à Montréal, à Pointe-Claire, à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, mais aussi sur la Rive-Sud. Les policiers vont mener une enquête de près de 30 ans et lorsqu'ils vont découvrir ce tueur, ils n'en reviendront pas. À la suite, ils vont le surnommer le Handyman du Québec. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, café à la main. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Le 15 décembre 1999, l'enquêteur en chef, M. Meunier, se rend sur une scène qui, paraît-il, est très suspecte. Il a reçu l'appel d'un voisin et lorsqu'il se rend, il frappe à la porte, mais ça ne répond pas. Et là, les voisins lui disent que c'est une femme vivant seule du nom de Marie-Glenn qui est âgée de 53 ans et qui y réside. C'est une très belle maison située sur le bord de l'eau. La dame habite seule. Eh bien, l'enquêteur Meunier va décider d'entrer dans la maison. Et lorsqu'il y entre, il découvre le cadavre d'une femme qui est étalée sur le sol du salon. Par la suite, il va fouiller un peu partout dans la maison pour voir si le meurtrier ou quelqu'un d'autre y trouverait, mais il ne trouve personne. L'enquêteur Meunier va passer minimum 36 heures à fouiller la maison pour essayer de trouver des traces d'ADN, des empreintes digitales, en fait des preuves de qui aurait bien pu commettre ce meurtre. Lorsqu'il regarde la victime qui est étalée sur le sol, il constate qu'effectivement, il y a beaucoup de sang autour de sa tête. Donc, il constate évidemment qu'elle a été assassinée avec un objet contendant. Il y a beaucoup de sang un peu partout, mais de plus, il y a du sang sur le sol qui mène au l'évier de la cuisine. Et dans ce sang-là, il y a des empreintes de pas. Donc, il se rend à l'évier de la cuisine et dans l'évier, il y a du sang qui est mélangé avec de l'eau. Donc, il constate que, le meurtrier, après avoir commis le crime, il s'est lavé les mains. Par la suite, il va continuer de fouiller la maison. Il va découvrir des traces de sang sur les cadres de porte de la cuisine et une toute petite empreinte qui va trahir le tueur en série. Il prend cette empreinte et l'envoie directement au laboratoire pour expertise. Et pendant ce temps, il décide de faire des entrevues avec les voisins. Et là, il y a une dame qui va se présenter à lui, qui est la voisine qui habite en face de Marie-Glenn et qui va lui dire qu'au matin même de son meurtre, donc le 15 décembre, il y a un homme qui est venu frapper à la porte de chez elle pour lui demander si, par hasard, elle aurait besoin de quelqu'un pour entretenir sa pelouse. Et là, la dame a dit qu'elle allait en parler à son mari et finalement, les deux vont refuser. L'homme est parti. Donc, peut-être que cet homme-là serait venu frapper chez Marie-Glenn et, par chance, elle était seule dans sa maison et en aurait profité pour l'assassiner. On dit aussi que Marie-Glenn a été frappée avec un objet contendant, elle a été battue, ensuite elle a été violée. Ce n'est que quelques jours plus tard que les examens qui avaient été menés au laboratoire sur les empreintes digitales vont tomber. Bingo, on sait qui est le meurtrier. Et oui, parce que ces empreintes digitales étaient déjà dans la base de données. Donc, qui est ce meurtrier? Eh bien, quelques jours avant son arrestation, les policiers vont le surveiller en cachette et c'est seulement le 22 décembre 1999 que ce fameux meurtrier va être arrêté. Et comment il s'appelle? William Fife. William Fife va être emmené au poste de police où il va être interrogé et pendant son interrogatoire, il va avouer 4 meurtres. Mais pourtant, les policiers vont quand même continuer d'enquêter, notamment sur des meurtres qui n'avaient pas été élucidés et dont le modus operandi ainsi que les scènes de crime ressemblaient étrangement à ce meurtre de Marie-Glenn, justement. Donc, les enquêteurs vont tomber sur plusieurs meurtres de femmes qui n'avaient pas été élucidés, et ce, depuis les années 70. Donc, nous avons le 17 octobre 1979 le corps de Suzanne Bernier, qui était âgée de 55 ans,
fut retrouvée dans son domicile de Montréal. Elle avait été battue et elle avait été violée également. Le 14 novembre 1979, encore, le corps de Nicole Raymond, âgée de 26 ans, fut lui aussi retrouvé dans sa résidence à Beaconsfield. Elle aussi, elle avait été battue et violée. Le 29 mars 1981, nous avons le corps de Hazel Scottoland, de 53 ans, qui fut retrouvée morte dans son domicile au Mont-Royal, donc qui est toujours dans l'agglomération de Montréal. Le 24 septembre 1987, Louise Blanc-Poupard, âgée de 40 ans, fut retrouvée dans son domicile à Sainte-Adèle. Donc là, on voit qu'il commence à se promener. Il prend de la confiance. Le 6 juin 1989, le corps sans vie de Pauline Laplante avait été retrouvé dans sa maison à Piémont. Dans tous ces dossiers, les scènes de crime ainsi que la dépouille des victimes étaient tous semblablement les mêmes. Donc, elles avaient toutes des blessures avec des armes contendantes, soit au torse ou à la tête. Elles avaient toutes ou presque été violées. Et il y avait toujours quelque chose, des petits objets qui avaient disparu de chez elle. Et elles vivaient, pour la plupart, toutes seules. Et financièrement, elles étaient très à l'aise. Dans le même interrogatoire, William Fife va avouer le meurtre de Anna Yarnold et il va dire en fait que le 15 octobre 1999, il s'est rendu à Senneville dans l'ouest de la ville de Montréal. Et il va avouer s'être approché de la maison de la jeune femme pendant la nuit. Donc, quelques jours avant, il avait observé si cette femme vivait seule. Et puisqu'elle vivait seule, eh bien, il s'était approché de sa maison et qu'il s'était introduit chez elle tard le soir et il l'aurait attaquée une première fois alors qu'elle se situait dans la salle de bain. La jeune femme s'est vraiment débattue et elle a réussi à repousser William, puis sortir de sa maison vers la porte arrière. Elle a couru dans son jardin, mais William l'a rattrapée. Et il a trouvé un pot de fleurs qui était situé non loin et il l'a frappé avec. Ensuite, il l'aurait violé, puis il aurait laissé le cadavre dans le jardin. Il serait retourné dans la maison. Il aurait volé les cartes de débit, des bijoux et pas mal tout ce qui était, tout ce qui valait de l'argent pour essayer de faire croire à un vol qui a mal tourné tout simplement. Il va aussi avouer le meurtre de Monique Goudreau, en octobre 1999, cette fois-ci à Sainte-Agathe, encore assez loin de la ville de Montréal. Elle était âgée de 45 ans et il va la violer et l'assassiner avec 55 coups de couteau. Et là, avec cette enquête, la scène de crime va mettre les policiers sur une mauvaise piste parce qu'à cette époque-là, ils vont croire qu'en fait, ils sont deux meurtriers, dont un qui a pris le pot de fleurs et l'autre qui a pris le couteau. William Fife va aussi avouer le meurtre de Teresa Shanahan qui s'est déroulé le 19 novembre 1999 alors qu'il s'est rendu au domicile de Teresa qui était âgée de 55 ans et encore une fois, elle vivait seule. Donc le tueur, il l'aurait poignardé avec 32 coups de couteau, il l'aurait ensuite battu et il l'aurait violé. La seule différence est qu'il va essayer de brouiller les pistes en volant des cartes bancaires, des cartes de crédit, en fait tout ce qui vaut de l'argent encore une fois, donc des bijoux et des peintures, des bibelots, tout ce qui valait de l'argent. Et là, quand Teresa a été assassinée, on était le 19 novembre, ce n'est que le 23 novembre, donc 4 jours plus tard, que les collègues de Teresa, qui étaient comptables, je crois, vont appeler la police pour signaler sa disparition parce que ça fait quand même 4 jours qu'elle n'a pas donné signe de vie. Par la suite, les policiers vont tenter d'entrer chez Teresa en frappant la porte, mais encore une fois, ça ne répondra pas. Et ils vont regarder sur le sol et vont constater qu'il y a 4 magazines qui sont sur le sol. Donc, ils vont réaliser que ça fait à peu près 4 jours que Teresa ne soit pas passée par la porte d'avant ou qu'elle n'est tout simplement pas sortie. Donc, ils vont entrer chez elle et ils vont faire la macabre découverte. Quelques jours plus tard, la fille de Teresa va contacter les services de police pour leur dire qu'il y a des activités suspectes sur le compte bancaire de sa mère. Par la suite, les policiers vont tenter de mettre la main sur l'homme qui avait fait des activités suspectes dans le compte bancaire de Teresa et ils vont se rendre compte que les activités avaient été faites dans tel guichet automatique et là, ils vont aller dans ce guichet-là et ils vont essayer de voir avec les caméras de surveillance ce qui s'était passé quelques jours plus tôt. Par chance, à ce qui paraît, le propriétaire d'où le guichet automatique était en train de réenregistrer par-dessus les enregistrements qui avaient été faits
de William. Donc, les policiers vont regarder et oui, effectivement, on va voir un homme, mais par contre, l'homme a une cagoule sur la tête, il est en noir, l'image, elle est très mauvaise, elle est très, très floue. Donc, on peut rien faire malheureusement. Mais l'enquête va quand même continuer. Par la suite, après son arrestation, William va être emmené en prison et ce n'est que le 21 septembre 2001 que son procès va débuter et il ne durera pas très très longtemps. Donc, il va être accusé en fait du meurtre de Mary Glenn parce que c'est celui où est-ce qu'on a le plus de preuves, donc les empreintes digitales qui avaient été justement confirmées que c'était les siennes. Et tout de suite, il va s'accuser lui-même, donc il va dire qu'il est coupable du meurtre de Mary Glenn, mais il va aussi en avouer d'autres, dont celui de Hazel Scatolone, celui de Anna Yarnold, de Monique Goudreau, de Teresa Shanahan, ainsi que, évidemment, Mary Elizabeth Glenn. Donc là, je vous ai parlé des meurtres, je vous ai parlé de la scène de crime, du modus operandi, donc c'était toujours le même. Elles étaient battues avec un pot de fleurs, avec un objet contondant, elles étaient poignardées à plusieurs reprises, donc entre 30 et 60 pour chaque victime, et elles étaient toutes violées. Mais par contre, qui est vraiment William Fife? Donc, William Patrick Fife est né le 27 février 1955 à Toronto, mais 3 ans plus tard, donc en 1958, il va déménager à Montréal chez sa tante. Ça, on ne sait pas pourquoi, et c'est sa tante qui va l'élever. Au passage, sa tante s'appelait France Canarac, et c'est vraiment elle qui va l'élever. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être que même à l'âge de 3 ans, peut-être que William avait des problèmes de comportement, peut-être que ses parents n'avaient pas les moyens financiers de l'élever et que c'était rendu trop. Ça, on ne sait pas, mais on sait qu'à l'âge de 3 ans, il déménage à Montréal. Il va aller à l'école secondaire de Montréal et il va être décrit comme quelqu'un de vraiment très gentil, très sociable. Il adore aider. Vraiment une personne tout à fait normale. Il n'est pas écrit dans son front qu'il va finir tueur en série. Par contre, il va être décrit aussi comme un enfant qui urinait dans l'autobus scolaire de l'école au secondaire. En 1975, il va déjà commencer sa montée dans la criminalité, alors qu'à cette époque-là, il avait 20 ans et qu'il va être emprisonné pendant 6 mois pour avoir fait un cambriolage qui lui aura valu seulement 200 $. Par la suite, il va se marier avec une femme, j'ai pas trouvé son nom. Si vous avez son nom, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et ils vont durer quelques temps ensemble, le temps d'avoir un enfant. Et par la suite, sa conjointe, sa femme, va demander le divorce parce que William est alcoolique, il est très violent, il est très colérique et elle ne veut pas supporter ça davantage. En 1986, à l'âge de 31 ans, il va emménager dans une maison à Saint-Hippolyte qui est située dans les Laurentides. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est tout près de Saint-Jérôme, une ville où j'ai habité. À partir de ce moment-là, il va vraiment commencer à s'incruster dans la ville, vraiment dans la société. Il va devenir le coach de l'équipe de badminton, mais aussi de l'équipe de volleyball de Saint-Hippolyte. Il va vraiment être décrit comme quelqu'un qui aime aider. Là, encore une fois, quand quelqu'un lui demande quelque chose, il le fait. C'est très rare qu'il dit non. Ses voisins vont vraiment le décrire comme quelqu'un de super gentil, agréable, souriant, très drôle, très comique, mais aussi très intelligent. Donc là, encore une fois, on ne peut pas se douter qu'à cette même époque, William a déjà commencé à faire des meurtres, alors qu'il a commencé en 1979 et là, on est rendu en 1986. Donc, ça fait déjà presque 10 ans qu'il fait des meurtres. Donc, il y avait vraiment une double vie. Il y avait la vie d'un citoyen tout à fait normal qui s'incruste dans la société, dans la société de sa ville, dans les activités avec les enfants. Et on a l'autre part de William qui, pendant la nuit, eh bien, commet des meurtres. Donc voilà, c'est pas mal tout ce qu'on sait en fait de l'enfance de William Patrick Fife. On sait qu'il n'a pas grandi ni avec son père ni avec sa mère. Donc déjà là, c'est un gros manque en fait pour l'enfant parce que c'est le lien biologique qui est brisé. Et on sait que maintenant, avec des recherches empiriques, que de 0 à 5 ans, c'est vraiment là que la personnalité de l'enfant et son comportement, ainsi que ses valeurs et sa moralité, vont se développer. Donc aujourd'hui, on sait qu'en l'absence du père, l'enfant peut développer beaucoup de troubles, mais aussi en l'absence de la mère, ce qui est très rare parce que la plupart du temps,
Et là, on généralise pas, là, mais la plupart du temps, ce sont les hommes qui vont quitter le foyer et non la mère. Mais là, lui, dans son cas, en plus de ne pas avoir la présence paternelle, il n'a pas la présence maternelle. Donc, il y a vraiment un décalage dans la maturité de son comportement qui se crée. Et c'est peut-être pour cette raison-là que William ne va s'attaquer qu'à des femmes. Et si on remarque bien, si vous avez bien écouté la vidéo, William va s'attaquer souvent à des femmes de 50 ans et plus. Il y a quelques femmes, une je crois qu'il y avait 43, 40 et une autre 26 ans, ce qui est très très rare parce que tous ces autres crimes, c'était des femmes de 50 ans et plus. Et 50 ans et plus, ben c'est une femme, ça peut être une mère et on sait que la plupart des tueurs en série qui assassinent des femmes, c'est souvent pour se venger justement de ce genre-là, de ce sexe-là, donc le sexe féminin qui peut renvoyer à la mère. Donc voilà. Et à ce jour, on sait que William est toujours en prison, il a écopé de la peine de prison à vie. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce petit contenu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager la chaîne, partager la vidéo et vous pouvez aller voir toutes mes autres vidéos aussi. J'en ai fait quand même beaucoup. Et je voulais aussi dire un gros merci à tous ceux qui sont abonnés à moi. On est presque 2000 sur la chaîne, c'est vraiment super. Je suis vraiment très très contente, même si on entend des fois mes enfants en arrière, mon chat. Sur ce, je vous laisse enfin. Nous, on n'aime pas ça quand c'est trop long. Alors, je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se retrouve samedi prochain pour un autre sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous! Ciao, ciao! The lights go out, the dark comes in, the something here to chase.